Le 27 janvier 1968, le sous-marin français La Minerve, matricule visuel S647, disparaît avec 52 membres d'équipage. On le retrouvera plus de 50 ans après, le 22 juillet 2019, à 2335 mètres de fond. La Minerve est mise à l'eau en 1962. Le bâtiment est un sous-marin d'attaque de 800 tonnes à propulsion diesel-électrique. C'est un sous-marin à haute performance affecté à une navigation militaire essentiellement dans les eaux de la Méditerranée à partir de 1964. Le 27 janvier 1968, la Minerve effectue un entraînement avec 52 marins à bord. Il procède à un dernier exercice avec un avion de patrouille afin de calibrer le radar de l'avion, puis est censé rentrer au port militaire de Toulon vers 21h. Les conditions météorologiques sont mauvaises et les liaisons radio dégradées. L'exercice va donc être écourté. À 7h55, la Minerve se déplace à une vitesse d'environ 7 nœuds à l'immersion périscopique et demande à l'avion la confirmation de la fin de l'exercice. Puis plus rien. Le rapport d'enquête évoque un arrêt abrupt du contact radio. On ne retrouvera l'épave du sous-marin seulement 51 ans après. Que s'est-il passé ? 2 hypothèses ont été évoquées. La première, privilégiée sur le rapport d'enquête de l'époque, est une avarie de la gouverne de profondeur qui entraîne un angle à plonger privant l'équipage de toute manœuvre de redressement et fait donc plonger au fond de l'eau le sous-marin. Mais cette hypothèse a été rejetée par l'analyse de l'épave en 2019. La deuxième hypothèse, la plus probable, serait une soudaine entrée d'eau suite à une collision probable avec un bateau qui aurait endommagé le snorkel, un tube d'air hissable lorsque le submersible naviguait en surface. L'eau serait donc entrée en grande quantité, accélérant sa mise en pointe dans une forte plongée et son naufrage rapide. L'analyse de l'épave confirme une position anormale du snorkel résultant d'un choc. Le mystère est donc résolu 51 ans après. Les familles ont eu des réponses et l'âme des 52 marins navigue encore très certainement dans les profondeurs de la mer. Oui, Allô ? oui Hervé, bonjour Sébastien TikTok. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Écoutez, je vous remercie en tout cas d'échanger. J'ai découvert cette histoire, la Minerve, donc très récemment, hein, suite à bien sûr à l'actualité, hein, le sous-marin Titan que vous avez dû voir. Ça a peut-être certainement dû d'ailleurs reviver des souvenirs chez vous, non ? J'imagine. Alors, en fin de compte, j'ai même été invité sur plusieurs plateaux de télévision à propos de cette histoire, parce que je passais pendant 2 heures sur BFM, 2 heures sur CNews. Je suis passé plusieurs fois sur France Info TV. J'ai été interviewé sur RTL. Donc, effectivement, je dirais que j'ai été fortement sollicité sur le sujet. Et puis d'autant plus que très concrètement, Paul-Henri Narjolet, Paul-Henri Narjolet, l'homme le Français qui était à bord du Titan et qui est mort, était initialement pour moi celui qui m'avait convaincu qu'une reprise des recherches était possible. D'accord. Ensuite, plus tard, j'ai eu besoin d'une caution technique qui montrait que quand je réclamais au nom des familles une reprise des recherches, eh bien, c'était techniquement possible et c'est lui qui a été cette caution technique. D'accord. Et puis enfin, la dernière partie de l'histoire, c'est que j'ai plongé sur l'épave de la Minerve, donc à 2300 mètres de profondeur. Et pour cette plongée, c'est lui qui l'organisait de bout en bout, c'est-à-dire qu'il m'a mis en contact avec un milliardaire américain qui avait un sous-marin qui pouvait plonger à cette profondeur-là, d'une part, et qui est intervenu auprès des autorités françaises pour permettre les autorisations nécessaires. D'accord, ah oui, donc vous le connaissiez personnellement. Exactement. D'accord. J'ai eu donc plusieurs fois affaire à lui. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un ami, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais eu de nombreuses relations. Et j'ai eu des échanges encore récemment parce qu'il me proposait, pour aller très loin, il me proposait de remettre le manuscrit du livre que j'ai écrit sur le sujet à James Cameron, donc le réalisateur de Titanic, Avatar, pour voir si ça l'intéressait pour un projet de film.
Ah oui, d'accord, c'est allé jusque-là. Alors Hervé, vous êtes donc le fils du commandant, et vous aviez quel âge quand donc le drame s'est passé? Alors j'avais 5 ans et demi. C'était le 27 janvier 1968 et j'étais tout petit. Ah oui, 5 ans et demi. Vous avez réalisé ce qui s'était vraiment passé, ou 5 ans et demi, j'imagine, on imagine ce qui peut se passer à 5 ans et demi? Alors, imaginer, je ne sais pas, mais on m'a tout de suite averti que mon père était décédé dans un sous-marin. Ça a été instantané et je me souviendrai toute ma vie de ce moment-là. Et j'ai réalisé tout de suite, alors tout de suite peut-être pas à la seconde, mais au moins dans les heures qui ont suivi, que je reverrai mon père. Ça a été très clair dès le jour où on m'a annoncé l'accident de la Minerve. Qui vous l'a informé du coup? C'est la marine nationale qui est venue, des représentants qui sont venus? Alors le matin du 28 janvier, en l'occurrence 24 heures après le drame, la porte, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Ma mère est allée ouvrir. Il y avait 2 officiers qui sont arrivés. Elle les a reçus dans le salon et je l'ai vu s'écrouler en pleurs. Et immédiatement après, elle m'a dit: ton papa est mort. D'accord, ok, donc ça a dû être quand même un choc. Vous avez des frères et sœurs, Hervé? Alors j'ai une sœur qui a eu 4 ans d'ailleurs ce jour-là, qui elle n'a aucun souvenir de l'événement, et ma mère était enceinte de mon frère qui allait naître quelques mois plus tard. D'accord, donc vous êtes l'aîné, effectivement. Et alors, à quel moment vous avez décidé de reprendre les recherches? Est-ce que c'est de votre initiative, ou est-ce que c'est une dynamique des familles, donc des victimes qui étaient présentes dans le sous-marin? Alors, l'initiative de demander une reprise de recherche est mon initiative personnelle. En fin de compte, ce qui s'est passé après le drame, c'est que celui-ci était classé secret défense, et donc il était impossible de savoir quoi que ce soit sur ce qui s'est passé et sur ce que savait la marine. Et pendant 50 ans, les familles se sont relayées pour aller à l'assaut, on peut dire, des autorités de la marine, pour essayer d'avoir accès à ce fameux dossier secret défense, D'accord. sans jamais avoir la moindre information et sans jamais parvenir à percer, on peut dire, le mur du secret. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a eu une commémoration pour le 50e anniversaire de la disparition de la Minerve. D'accord. Et à cette occasion, j'ai entrepris d'aller à l'assaut de ce mur du secret. Et pour ça, je m'y suis pris différemment des autres. C'est que j'ai demandé au président Macron directement la levée du secret défense, parce que j'étais parti du principe que l'armée n'obéit qu'à son chef, et son chef, c'est le président de la République. Et puis, pour pouvoir étayer ma demande, j'ai fourni un certain nombre d'éléments qui étaient de nature à le convaincre qu'il pouvait lever le secret défense. Et ces arguments étaient entre autres qu'il n'y avait plus aucun sous-marin du même type que la Minerve qui était encore à flot, et qu'à partir de là, même s'il y avait des éléments techniques secrets, ça n'avait plus lieu d'être, puisqu'il n'y avait plus aucun navire de ce type qui existait dans le monde. Ah, donc ça veut dire que l'espoir que vous aviez de descendre, de relancer vraiment les recherches, c'est à partir de 2018, et vous avez commencé en quelle année de ces recherches, enfin de cette volonté de savoir ce qui s'était passé? Alors j'ai toujours voulu savoir ce qui s'était passé. Les premiers éléments que j'ai eus dataient de 1971, donc quand j'avais 9 ans. Mais j'avais eu énormément d'informations. Tout ce qui était possible d'avoir, je l'avais eu. Donc depuis 1971, je peux dire que j'avais à peu près les éléments qui étaient contenus dans le dossier secret défense. Parce que ma mère s'était mariée avec un officier de marine qui avait pu réunir tous les éléments possibles, imaginables sur le sujet. Donc j'avais un gros dossier sur la disparition de la Minerve. Mais il y avait ce doute qui existait par rapport au secret défense. Et donc c'était ça le combat principal des familles au départ. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le cinquantenaire, j'ai été contacté par de très nombreuses personnes qui m'ont apporté divers témoignages. Et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a dit: je peux vous mettre en contact avec le spécialiste des plongées sur le Titanic, Paul-Henri Narjolet. Et c'est celui-ci qui m'a dit que la reprise des recherches était possible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'envisager.
Donc c'était en fait c'était une des recherches à titre privé que vous avez faites. Il y a les autorités ne vous ont pas aidé ou est-ce qu'elles vous ont aidé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a annoncé la facture qui était de 8 millions d'euros, Ah oui. j'ai commencé par me dire que c'était pas possible de les reprendre. Quand il m'a annoncé qu'une reprise des recherches demanderait un budget d'environ 8 millions d'euros, je me suis retrouvé un peu coincé. Et c'est là, en discutant avec diverses personnes qui travaillaient dans les médias, qu'est venue l'idée d'organiser une forme de campagne de presse pour convaincre les autorités de reprendre les recherches. Et donc, j'ai rallié autour de moi toutes les familles avec qui j'avais pu établir un contact en leur demandant de me soutenir dans cette démarche. Et ensuite, j'ai contacté la presse qui a petit à petit a parlé de cette affaire et ça a eu un retentissement assez considérable dans tout ce qui tourne autour de la marine. Cette campagne a fini par arriver jusqu'à la ministre et son cercle de conseillers et qui, après de multiples hésitations, ont décidé de reprendre les recherches et c'est ce qui a été fait en 2019. D'accord, donc en fait finalement c'est très récent tout ça. C'est ça, c'est-à-dire que on peut dire de la disparition de la Minerve jusqu'à 2018, on n'a jamais envisagé une reprise des recherches. La question essentielle, c'était de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et cette idée de reprendre les recherches, c'est purement la mienne. D'accord, ok. Mais disons il a fallu quand même une sacrée volonté parce que les années, enfin, je veux dire, le drame a été quand même en 1968. Donc vous avez jamais désespéré. À partir de 9 ans, c'était dans votre tête, quoi. C'est ça, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est une idée que j'avais toujours eue en tête, qu'il fallait retrouver le sous-marin, un peu comme le dit Jacques-Yves Cousteau dans l'interview que vous avez diffusée, c'est qu'il fallait absolument la retrouver. Pour ma part, j'ai jamais imaginé que je pouvais jouer un rôle dedans et j'imaginais qu'on la retrouverait fortuitement une fois à l'occasion d'une opération quelconque et qu'on tomberait sur ses débris. Et donc du coup, vous avez démarré les recherches en 2019. C'est ça, hein? Vous avez pu rassembler les fonds. Et donc du coup, comment ça s'est passé exactement? Et c'était quoi aussi qu'est-ce que vous attendiez à trouver en fait? Vous, c'était quoi votre objectif intrinsèque? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment retrouver? Alors, il y a, pour être plus exact, quand la marine a décidé une reprise des recherches, c'est la marine qui a organisé les recherches elles-mêmes. Parce qu'il y avait ce fameux budget que j'évoquais de 8 millions, il fallait qu'il sorte de quelque part et donc je n'avais pas les moyens. Donc c'est la marine qui a décidé, suite aux pressions et à la mobilisation des familles, de reprendre les recherches. Et donc qui a mobilisé des moyens internes à la France et qui a fait appel à des moyens américains. D'accord. Et donc pour organiser une campagne de recherche en juillet 2019 et qui a abouti à la découverte de l'épave le 21 juillet 2019. Donc moi je n'ai pas été associé aux recherches, j'étais surtout le détonateur qui a enclenché ce processus-là. Oui, vous avez quand même été invité sur le bateau de recherche. Enfin, je suppose qu'on vous a quand même sollicité, non? Non, pas du tout. D'accord. Non, j'ai été tenu à l'écart des recherches qui étaient là aussi sous le secret parce que la grande crainte qu'avaient les autorités maritimes, c'était de ne rien trouver. Ah. Et donc, comme il y avait cette crainte-là qui était quand même très très forte, ils préféraient ne pas raviver, on peut dire, les douleurs des familles en les associant à une recherche qui n'aurait pas débouché. Ok, un peu comme ce qu'on a vécu pour le Titan, quoi. L'US Navy a parlé ils ont dit qu'ils avaient trouvé effectivement des traces dans le sonar, enfin voilà, et ils l'ont dit après la découverte des restes. Ouais. Hein, c'est ça. Hein, ok, d'accord. La petite différence que je ferai avec le Titan, c'est que le Titan, maintenant qu'on commence à savoir ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient de nombreux éléments, mais qu'ils ne les ont pas diffusés, et je pense que c'était pour éviter que les familles n'apprennent des informations par la presse. Et donc, ils ont distillé que des informations qui ne permettaient pas d'imaginer ce qui s'était passé.
Oui, c'est pour ça que, oui, d'accord, ok, mais je comprends maintenant parce que moi, oui, ok, non, mais je vais pas revenir sur le Titan, moi, on va se concentrer sur la Minerve. Donc, du coup, vous, une fois que le sous-marin a été retrouvé par donc les autorités, vous avez donc pu savoir exactement où était l'épave et donc vous avez fait une démarche à titre privé pour aller voir cette épave, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retrouvé l'épave, alors le ministère des Armées a organisé une énorme cérémonie à l'aplomb de l'épave avec mobilisation d'un porte-hélicoptère. J'avais retrouvé 50 des 52 familles des marins disparus. Wow. Hein, il n'y en a que 2 que je n'ai pas retrouvés. Et puis, on pensait que tout allait s'arrêter là. Et c'est après cette cérémonie que j'ai été contacté par Paul-Henri Narjolet, donc qui était à bord du Titan, et c'est lui qui m'a dit: je connais un milliardaire américain qui vous propose de plonger sur l'épave. D'accord. Et je lui ai tout de suite donné mon accord parce que après la découverte de l'épave, il y avait 2 choses que j'avais encore en tête. C'était de déposer une plaque commémorative sur l'épave elle-même pour signifier un peu aux marins qu'on les avait retrouvés, et d'autre part pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'après la découverte de l'épave, on ne comprenait pas les causes de l'accident. Et entre autres parce qu'il nous manquait des prises de vue, on n'avait pas assez d'éléments. D'accord. Et il fallait faire une deuxième plongée. Là, à nouveau, je n'avais pas les moyens d'organiser cette plongée. Et c'est ce milliardaire américain qui m'a spontanément proposé d'aller sur l'épave. Et donc, on a fait 2 plongées pendant lesquelles on a pris énormément de photos, on a fait des films. Hein. Et puis ensuite, on a analysé ces films. Et c'est là qu'on a pu conclure que probablement la Minerve avait sombré suite à un abordage par un navire de surface. D'accord, donc ça c'est la thèse que vous pensez être vraie, c'est ça? C'est ça. Okay. Et je pense d'autant plus qu'elle est vraie qu'on est les seuls, on est 2 à avoir vu l'épave, dont un expert des accidents maritimes, et lui a regardé les débris, on peut dire, sous tous les angles possibles et imaginables, et il est arrivé à cette conclusion en s'appuyant sur le fait qu'aucune autre hypothèse envisagée ne tenait la route quand on regardait les débris. D'accord, donc j'imagine que vous avez dû faire des recherches après sur les bateaux qui étaient peut-être à proximité, enfin ou dans la zone. Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Est-ce que vous avez peut-être des réponses? Oui, surtout aux archives pour essayer de savoir quel bateau naviguait dans les alentours de la Minerve le 27 janvier 68. Et malheureusement, c'est impossible de le savoir, puisqu'à l'époque, on était dans les eaux internationales et c'était protégé par ce qu'on appelle à l'époque le secret commercial. D'accord. Et donc on n'a aucune possibilité de savoir quel bateau naviguait à l'aplomb de la Minerve ce matin-là. Incroyable. Ça, c'est les archives françaises? Oui. Mais est-ce que peut-être on trouverait des archives ailleurs dans d'autres pays d'armateurs? Enfin, j'imagine qu'il y a certainement peut-être une trace, non, de tout ça. Mais bon, après ça vous fait déplacer de partout, quoi. Oui. Quand on connaît le nombre de bateaux qui circulent, il faudrait retrouver des archives de sociétés qui ont peut-être disparu. Ça pouvait être aussi des bâtiments militaires, ça pouvait être des bâtiments secrets. Il y a tellement de possibilités que c'est quasiment impossible à retrouver, d'une part. Et puis, d'autre part, on peut imaginer qu'un navire de surface qui heurte le haut d'un sous-marin ne se rend compte de rien. Ah, d'accord. Et donc, le navire qui a probablement entraîné la perte de la Minerve n'a jamais su lui-même qu'ils étaient à l'origine de l'accident. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il a tracé sa route et puis peut-être qu'il y a eu un rapprochement des faits ou parce que l'affaire a été très médiatisée quand même à l'époque. Oui. Donc si c'était un bateau français, peut-être qu'ils l'ont su, mais d'accord. Mais faut-il encore qu'ils s'aperçoivent de quelque chose, parce que très bien que la seule trace possible, ça soit des rayures sous la coque. Ouais. Donc il faut attendre que le navire soit sec. Si ça se fait 2 ans ou 3 ans après, il n'y a aucune chance même qu'il fasse un rapprochement. Ah oui, donc en fait, d'accord, je viens de comprendre qu'ils avaient même pas peut-être calculé que il y avait eu un choc. Et donc par contre, dans le sous-marin, là, ça a dû taper donc sur un élément du sous-marin. Et est-ce qu'il y a une hypothèse, enfin, est-ce qu'on sait à peu près comment ça s'est passé justement après le choc? Oui. Alors,
ce qu'on pense, c'est qu'il y avait un tube qui alimentait en air frais le sous-marin quand il était juste en immersion sous l'eau, que ce tube a été en quelque sorte décapité, qu'il y a eu une entrée d'eau par l'intermédiaire de ce tube d'alimentation en air du sous-marin. Celui-ci s'est alourdi de quelques tonnes très rapidement, et quelques tonnes, c'est fatal parce que le sous-marin s'enfonce à ce moment-là très rapidement, et on ne peut pas chasser l'eau pour pouvoir refaire surface assez rapidement. Ouais. Et à partir de l'eau, là, le sous-marin s'enfonce et atteint la profondeur d'implosion qui, dans le cadre de la Minerve, était de l'ordre de 600 mètres. Donc à 600 mètres de profondeur, le sous-marin a implosé, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc c'est quoi ? C'est rapide comme dans la Minerve, comme dans le Titan, c'est quelque chose qui est très rapide. Parce que moi je fais des vidéos sur les sous-marins, mais je suis pas du tout spécialiste. Hein, je vulgarise les choses. Donc si je comprends bien, à 600 mètres, ça a implosé et ils ont quand même eu le temps de voir ce qui leur arrivait, je suppose. Alors dans le scénario tel qu'on l'imagine, ils se sont rendus compte que le sous-marin s'enfonçait. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils risquaient de tous mourir, ça très nettement, mais le moment de l'implosion est lui extrêmement rapide, c'est-à-dire que l'instant où la coque commence à céder et tout est broyé à l'intérieur, on est dans l'ordre du millième de seconde. Oui, c'est ça, donc c'était instantané, et vaut mieux comme ça d'ailleurs. Ok, d'accord. Et donc après, une fois l'implosion à 600 mètres, il est tombé en un seul morceau. Vous avez retrouvé, il est en un seul morceau là, l'épave est en un seul morceau. Alors, elle est en 4 morceaux majeurs et des miettes à côté de ça. D'accord. Donc, on a plein de petits débris avec 4 morceaux plus importants. D'ailleurs, dont on peut voir des images. Ok. Et bon, je suppose que de toute façon, 50 ans après, il y a, enfin, en termes de, sur les corps des victimes, il reste plus rien, je suppose. Alors, quand il y a un naufrage, il n'y a jamais aucun corps. Les corps sont dispersés, enfin comment exprimer, on peut dire que la mer détruit tous les corps des personnes qui sont dont la dépouille repose au fond des mers. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit des images d'épaves, on ne voit jamais aucun corps dessus. Il n'y a que dans les films où on voit des crânes, des choses comme ça. Mais dans la vraie vie, il y en a pas. D'accord, très bien, ok. Donc vous avez pu remonter des débris ou des choses du sous-marin ? Non, c'était vraiment... Alors, c'est qu'on n'a pas voulu. D'accord. On a préféré laisser l'intégralité de ce qui était au fond des mers, d'autant plus qu'à 2300 mètres de profondeur, quasiment personne ne peut y aller. Et on s'est dit, un peu par respect pour, d'une part, les personnes décédées, puis pour l'ensemble des familles, qu'il convenait de ne rien toucher. Très bien, d'accord, ok. Et là, l'épave, elle est dans quel état ? Vous estimez qu'elle elle va encore exister pendant combien de temps ? Pendant très longtemps, parce qu'elle est quasiment intacte. Ah bon ? On a vu les images, vous avez vu sans doute simplement l'image du kiosque avec la peinture où on voit ce qui sont. Quand même 50 ans après, on voit encore la peinture, elle n'est même pas désagrégée. Ouais, c'était vraiment des sous-marins de qualité, on peut le dire. Voilà, quoi. Donc on peut penser que l'épave, sauf surprise, pourrait être là pendant plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, Hervé, d'arriver sur l'épave, le sous-marin, de voir ces images-là ? Enfin, quel sentiment vous avez eu à ce moment-là ? Ça a été une émotion absolument intense. Je dirais presque jusqu'à dire c'est l'émotion la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie, parce que c'était quelque chose que je n'imaginais pas possible. Et puis me retrouver là, au-dessus la tombe des 52 marins, au plus près, à quelques mètres, c'était un moment... d'une émotion absolument indescriptible. Vous avez senti faire votre deuil à ce moment-là, ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà fait auparavant ? Je pense que j'ai fait un véritable deuil à ce moment-là. C'est quelque chose, je n'ai jamais su exactement ce que ça voulait dire, faire son deuil, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai eu l'impression ce jour-là que j'étais allé au bout de tout ce que je pouvais faire et tout ce que je devait faire par rapport à la mémoire de mon père et des autres marins. Donc, en disant on avait fait tout ce qui était possible de faire et on avait été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, puisqu'on avait même été contre
l'opposition au départ des autorités. On avait balayé tous les obstacles pour arriver enfin à savoir où ils étaient et ce qui s'était passé. Vous étiez quelque part soulagé, c'est ça, hein? Là, On peut dire que j'étais soulagé et puis y avoir une forme de conscience du devoir accompli. D'accord. Et maintenant, un devoir de mémoire, du coup, à réaliser aussi. Et j'espère que ma vidéo va un tout petit peu contribuer à ça. En tout cas, faire connaître cette histoire aux plus jeunes qui la connaissent pas. Et les familles dans tout ça, quand vous êtes remonté, vous avez certainement dû contacter les familles ou leur montrer les images. Il y a eu dû avoir des moments d'émotion, non? Oui. Alors les familles, je les ai tenues au courant tout au long des démarches parce que à partir du moment où en 2018 on célébrait le cinquantenaire de la disparition, j'ai constamment été en contact avec les familles. Alors au début, elles étaient 13, et puis on est monté 14, 15, jusqu'à être en relation avec donc une cinquantaine de familles sur 52. Hein, et je les ai en permanence tenues au courant de tout ce qui se passait autour de la minière. Et elles ont été effectivement très reconnaissantes de tout ce qui était accompli, et elles l'ont souvent aidé dans tout ce que je faisais. Hein. Et puis cette association, par exemple, aux actions, quand on a fait la plaque qu'on allait immerger sur l'épave, j'ai demandé une participation un peu symbolique à chacune des familles, autour de 5 euros, hein, pour que ça soit véritablement une plaque qui était financée par l'ensemble des familles des disparus de la minière. Donc là, à l'heure actuelle, il y a une plaque au fond de l'océan, c'est ça, qui repose à côté du sous-marin. Sur l'épave elle-même. Ah, sur l'épave. Vous êtes sur l'épave, c'est-à-dire que vous l'avez fixée. Alors on l'a posée sur l'épave. Oui, vous l'avez posée sur l'épave. À 2300 mètres, il n'y a pas beaucoup de courant. Oui. On l'a posée, c'est une plaque de marbre. Oui, d'accord. Qui est posée sur l'épave elle-même. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok. Et donc du coup, rien n'aurait été possible sans l'autorisation du président Emmanuel Macron. Hein, on est d'accord. Alors, rien n'aurait été possible déjà s'il n'avait pas permis l'instruction du secret défense. Ça, c'était la première étape. Et puis par la suite, c'est plutôt les autorités de la marine qui ont pris le dossier en charge et qui lui ont permis d'avancer. D'accord. Là, j'imagine que vous avez un dossier qui doit être énorme, quoi. Vous avez dédié, vous avez dédié une partie de votre vie à ça. Ça doit être incroyable. Vous envisagez peut-être d'écrire un livre, Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Retrouver la Minerve. Ah, pardon, je savais pas. Je suis désolé. Je vous en prie. Donc, j'ai déjà écrit un livre, effectivement, que j'ai publié au tout début du confinement, donc et qui raconte effectivement toute l'histoire que je viens de vous raconter, depuis la disparition du sous-marin jusqu'à l'immersion de la plaque, puisque j'ai écrit, on peut dire, les dernières lignes dans le train qui me ramenait de ma descente en sous-marin. C'est un livre, on peut le trouver où, si ça peut intéresser justement? Sur Amazon, sur la Fnac, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Ok, je mettrai dans la vidéo justement les références. Si vous êtes intéressé, moi ça va m'intéresser. Je crois que je vais l'acheter aujourd'hui. Donc vous avez voilà un client aujourd'hui qui va acheter votre livre. Et donc très bien. Et donc vous envisagez d'écrire peut-être une suite? Ouais, la suite est un peu difficile à écrire parce que l'histoire que je viens de vous raconter, elle est assez originale ou extraordinaire, et la suite n'est plus aussi extraordinaire, hein, sauf surprise, parce que ça peut toujours se produire. Hein, vous m'auriez dit en 2018 qu'elle allait être la suite de l'histoire que j'allais écrire, je l'aurais pas cru moi-même. Ouais. J'aurais jamais imaginé, même jusqu'en 2018, que ça serait grâce à moi qu'on retrouverait l'épave. Ouais, bravo en tout cas. Ouais, vraiment, franchement, c'est incroyable. Vous avez eu une force incroyable à ne jamais rien lâcher, c'est incroyable. Et du coup, moi j'ai des petites questions. Alors ça va peut-être certainement intéresser justement les spectateurs, mais vous êtes descendu à une profondeur quand même certaine, hein, plus de 2000 mètres de profondeur. Vous avez ressenti quoi dans le sous-marin? C'est quoi? Enfin, je veux dire, il était mieux conçu que le Titan. Vous pouvez me dire un petit peu là-dessus ou pas? Alors le sous-marin, c'était en quelque sorte une boule en titane qui était à l'intérieur d'un sous-marin qui avait une forme un peu oblongue, hein,
donc un sous-marin qui était prévu, lui, pour résister à des pressions jusqu'à 14 000 mètres de profondeur. Donc Waouh. infiniment supérieure à celle du Titan Ah bah oui. qui a récemment disparu Mhm. et qui avait technologiquement, qui sortait aussi de révision, donc qui avait été éprouvé dans la semaine qui suivait et avec lequel, je dirais, il y avait eu de très très nombreuses plongées auparavant. Donc quand j'ai plongé, effectivement, j'avais aucune inquiétude sur le plan technique. À aucun moment je n'ai eu peur. Et la descente dans les fonds, j'ai presque jusqu'à comparer ça à une expédition dans l'espace. Ça m'a donné cette impression. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y avait des petits hublots, donc de 15-20 cm, par lesquels on pouvait voir l'extérieur, et puis on s'enfonce. Au bout de 80 à 100 mètres, il n'y a plus aucune lumière. Ouais. Ouais. Et puis quand vous descendez un peu plus profond, il n'y a plus aucune vie. Vous êtes dans un noir absolu. Il y avait des projecteurs qui éclairaient autour du sous-marin, et ces projecteurs, on avait l'impression qu'ils éclairaient des étoiles, parce que ça se reflétait dans des petites particules en suspension, et donc c'était une myriade d'étoiles, un peu comme quand on regarde le ciel pendant la nuit. Et puis on s'enfonçait, je voyais sur un cadran la profondeur 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Là, je me disais, c'est la profondeur maximale où peut descendre le sous-marin, 700 mètres, 800 mètres. Là, il a implosé, 1000 mètres. Normalement, aucun bâtiment ne descend aussi profond, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, vous voyez le sol, et ça avait donné l'impression d'être dans un film de science-fiction. Ah ouais, et vous avez mis combien de temps à descendre ? On a mis 1 heure. 1 heure de descente, ouais, quand même. Hein. Il y a de quoi. Et vous ressentez à l'intérieur. 4 heures de fond. Et on est remonté donc pendant une dernière heure, donc dans un habitat extrêmement petit. On était 2 assis l'un à côté de l'autre, avec le cadran comme dans le cockpit d'un Boeing. Et puis, j'allais dire, il y avait juste la place pour être assis à 2 l'un à côté de l'autre, et on pouvait pratiquement pas bouger. Oh là là, quelle expérience. Et c'était la première fois que vous faisiez ça. Et c'est la première et la dernière fois, certainement, d'ailleurs. Enfin, je pense aussi. Oui. Et c'était un privilège énorme qui m'a été donné, parce qu'on m'a dit, après vous, celui qui va descendre, ça sera le prince Albert de Monaco, et le suivant, ça sera un des émirs d'Arabie Saoudite. Donc c'est le milliardaire qui vous a financé je dirais, la descente, quoi. C'est ça ? C'est ça, c'était son sous-marin particulier, et c'est même le milliardaire qui pilotait le sous-marin. Ouais, c'est incroyable. Son nom, vous voulez pas le donner ou... Non, on peut le donner, non, il est très connu. Enfin, on le trouve. Il s'appelle Victor Vescovo. D'accord. Ah oui, oui, c'est celui qui est descendu dans la fosse des Mariannes. Oui, je vois bien, oui. Exactement. Oui, d'accord. C'est lui qui est descendu dans la fosse des Mariannes, et c'est lui qui a fait une expédition dans la fusée de Jeff Bezos. Oui. Et d'ailleurs, on la voit assez souvent sur une photo, quand on a diffusé la photo du milliardaire britannique qui est décédé à bord du Titan. Eh bien, j'ai vu plus d'une fois où on voyait la photo de Victor Vescovo juste à côté de ce milliardaire britannique. D'accord. Ils ont été ensemble dans l'espace ensuite. Harding, ouais, d'accord, ok. Oui, et le sous-marin, je vois, c'est une sorte de coque blanche un peu ovale. Ouais, je vois, d'accord, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez été sur mon site internet. Non, mais je vais y aller. J'ai une grosse semaine, je vous cache pas. Donc, mais par contre là, aujourd'hui. Pas d'urgence, hein. Ouais, aujourd'hui, je vais m'y intéresser, c'est sûr. Je vais prendre un petit peu de temps pour le faire. Je vais repasser sur énergie justement lundi, donc je mets pour un autre sujet, donc je suis obligé de préparer demain mon intervention. Mais aujourd'hui, je prends un petit peu de temps justement pour m'intéresser à l'histoire, faire le montage de la deuxième vidéo, avec bien sûr votre témoignage qui est passionnant, quoi. C'est incroyable, quoi. Eh ben dis donc, c'est incroyable. En tout cas, j'ai une pensée pour votre papa. Vous avez enfin des réponses un peu plus concrètes maintenant que vous avez pu voir l'épave. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose d'incroyable que la technologie actuelle ait pu vous permettre d'avoir des réponses de ce qui s'est passé à une époque où on n'aurait pas pu le faire finalement, puisque je pense qu'en 1968, il n'y avait pas les moyens d'aller aussi bas en profondeur. Enfin, peut-être que si, mais c'était quand même beaucoup plus complexe. Donc c'est incroyable de voir que vous avez pu avoir vos réponses plusieurs années après, même des décennies après. Ok, c'est incroyable cette histoire. Je pense que c'est même l'aspect le plus inattendu, c'est qu'on peut pas imaginer que 50 ans après, on arrive à relancer des recherches pour quelque chose qui a été abandonné. C'est-à-dire que sur le coup,
ça aurait semblé normal à tout le monde. Ouais. C'est comme récemment, quand on voit un avion qui disparaît en mer, quand on voit un sous-marin privé comme le Titan qui disparaît, on trouve tout à fait logique et normal d'aller tout de suite récupérer les débris. Mais 50 ans après, ça paraissait inimaginable et impossible. D'ailleurs, quand j'ai commencé à me lancer dans le combat, il y en a plein qui se sont fichus de moi. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites en disant que parce que sur les vidéos que j'ai faites sur le Titan, beaucoup critiquent ces milliardaires qui ont des milliards, des sommes à dépenser folles pour descendre. Ben oui, mais grâce à eux justement, on a pu savoir ce qui s'est passé pour la Minerve, pour des gens qui n'étaient pas justement milliardaires, qui étaient de simples employés de la marine, qui vivaient dans le sous-marin et qui avaient un job comme un autre. Et grâce à ces milliardaires, eh ben, vous avez pu savoir ce qui s'était passé et grâce à eux, il y a des familles qui ont eu des réponses. Donc finalement, quelque part, on peut aussi de temps en temps un petit peu adoucir notre discours là-dessus. Voilà, je voulais juste dire ça là. Oui, puis quand on fait des recherches, on ne les fait pas que pour les milliardaires. Quand bien sûr. Un avion par Rio-Paris s'abîme en mer, on le cherche. Quand il y a quelques années, l'avion d'un footballeur s'était abîmé en mer, on a recherché l'avion. Quand des marins-pêcheurs disparaissent dans un navire qui sombre, on les recherche. Donc on fait des recherches quel que soit le niveau social des personnes, quand un navire disparaît, des plus pauvres aux plus riches. Exactement. C'est une très belle parole, ce que vous dites. Donc c'est pas. En gros, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'il est milliardaire, on ne le rechercherait pas, d'une part. Et puis après, il y a une polémique autour des migrants. Mais là, c'est un tout autre sujet. Quand un bateau de migrants est perdu et qu'on a des signaux comme quoi il est en position de sombrer, à chaque fois, il y a une mobilisation pour aller sauver les migrants. Bien sûr, oui, mais bon, voilà. Mais je vais pas aller sur ce débat-là, mais je comprends votre position. Elle va du plus pauvre au plus riche. Merci de le dire, c'est important. Ok. J'ai une question. Hervé, vous passez combien de temps sur ce dossier, sur la Minerve, dans votre vie? Ça vous prend quoi? Vous y passez tous les soirs du temps, ou est-ce que tous les week-ends ou... Non, aujourd'hui c'est à peu près terminé. Ça a été très intense pendant la période 2018-2020, où là c'était 2 à 3 heures par jour. Depuis qu'on a découvert depuis le Covid, on peut pratiquement dire, et donc la pose de la plaque, c'est assez calme. Il y a des semaines où il y a même rien du tout. D'accord. Okay. Donc à partir du moment où on a répondu à l'essentiel des questions, il y a plus véritablement beaucoup de questions qui se posent autour de la Minerve. Là, on a à peu près, on a eu toutes les réponses auxquelles on s'attendait, et c'est plus des journées comme aujourd'hui où je suis sollicité que je suis amené à réaborder le sujet. D'accord. Donc le devoir de mémoire maintenant s'impose, quoi. On est d'accord. Oui. Je suis dans des cérémonies comme hier, au téléphone comme aujourd'hui. Là, avec le Titan, j'étais très fortement sollicité, mais peut-être dans le mois précédent, je n'avais pas travaillé plus d'1 heure sur le sujet. D'accord, très bien. Ok. En tout cas, c'est une vidéo qui a passionné, puisque je sais pas si vous avez vu, mais sur TikTok, c'est une vidéo qui a fait 1,4 million. Alors, faut être, c'est pas 1,4 million de vues réelles, mais ça veut dire qu'au moins 40% de vues 40% de spectateurs ont vraiment vu la vidéo. Et c'est vrai que quand on voit les commentaires, c'est des choses qui sont dramatiques, mais qui passionnent aussi. On essaie d'avoir des réponses. En plus, c'est dans des milieux hostiles, donc voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour cet échange, d'avoir pris du temps pour cet échange. Vraiment, Hervé, vous êtes incroyable, passionnant, et puis surtout cette force d'avoir continué à vous battre, voilà. Et puis cette expérience de descendre dans les profondeurs. Merci de nous l'avoir dit. J'avais juste une dernière question. D'ailleurs, vous ressentez, c'est pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on ressent des choses quand on descend? Plus on descend, est-ce qu'on ressent une pression, quelque chose dans le sous-marin? Non, il est à pression atmosphérique à l'intérieur, donc il n'y a pas de... ça change pas. Là, de ce côté-là, il y a aucune... aucun changement. Ouais, et au niveau il y a des bruits ou vous sentez que le sous-marin travaille? Non, il n'y a pas de bruit, de craquement. C'est parfaitement silencieux. On est dans un habitat
c'est effectivement, on entend que le ronronnement des machines, c'est tout. Bon, là D'accord. où finalement il y avait l'impression la plus forte, c'est paradoxalement quand on est revenu à la surface, parce que à l'intérieur, le sous-marin, c'était une espèce de balle de ping-pong qui était ballottée sur les flots. Hmm. On était harnachés à l'intérieur et j'ai vraiment eu l'impression d'être à l'intérieur d'une balle de ping-pong qu'on se serait les uns et les autres se seraient renvoyés. Ah ouais, Donc, dans un parc d'attractions, On quoi. a sorti le sous-marin par un treuil, Ouais. j'ai été soulagé. Et ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré une bonne demi-heure. Ah ouais, vous avez... Une demi-heure, c'est, vous imaginez dans une fête foraine, Oui. dans un endroit où vous êtes particulièrement secoué, ça a été le cas. Là, Ah ouais. on prenait un coup dans le ventre par la ceinture, un coup dans la poitrine. Là, c'était très, très désagréable. D'accord. Hervé, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. D'accord. Et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Ok. Je vous y répondrai avec plaisir. Ok, merci beaucoup Hervé pour cet échange, c'était passionnant. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je vais contribuer à mettre ma petite touche pour le devoir de mémoire pour la Minerve et tous les occupants qu'il y avait à ce moment-là du drame. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Et puis à peut-être à très bientôt. très bientôt. Allez, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir Hervé.